Nous avons le plaisir d'être à Grey Pride avec Monsieur Richard Boitel et Madame Dominique Lefebvre pour essayer de voir s'il y a eu des singularités concernant les personnes ayant une orientation sexuelle homosexuelle et LGBT vis-à-vis du Covid, de la maltraitance et de l'agisme. Donc, premier mot, pourquoi Grey Pride? Quel est ce mouvement? Quelle est cette association? En quelques... Grey Pride a été créé face au constat effectivement lié à l'agisme, soit intracommunautaire, à savoir que si il existe une communauté LGBT, et si on est homosexuel ou lesbienne, trans, c'est sans doute de la naissance à la mort. Et c'est vrai que cette dernière période de vie a été largement oubliée, c'est-à-dire autant l'émergence de l'homosexualité, des différentes orientations, a été soutenue par un grand nombre d'associations, mais les seniors LGBT rentraient au placard à partir de 50 ans et sont dans une invisibilité de plus en plus marquée. Donc, face à ce constat, on s'est dit qu'il faut absolument interpeller d'abord les personnes de nos groupes, mais également l'ensemble de la société sur la question du vieillissement, à savoir qu'un des sujets qui nous préoccupe, et le sujet de plaidoyer, c'est le mieux-être évidemment des seniors, et entre autres autour de la question de la sexualité. C'est-à-dire pourquoi arrêter nos activités sexuelles quand on a un certain âge, pourquoi les institutions ne font pas la promotion d'un bien-être aussi qui permet à chaque individu de déployer encore ses compétences, ses envies et ses désirs autour de la sexualité. Voilà. Donc on a interpellé différentes institutions pour que notre plaidoyer soit entendu et aussi créer un label qui permette à certaines institutions de pouvoir se donner une qualité sur l'accueil des personnes LGBT. Très bien. La maltraitance joue souvent dans un huis clos et en vase clos. Là encore, il s'agit souvent de violences, d'abandon, de violences physiques ou de violences psychiques. Et est-ce que, au regard de ce que vous avez observé pendant la période de Covid, il y a eu ce que l'on appelle des maltraitances institutionnelles dans les EHPAD, dans les établissements de soins ou que sais-je encore? Moi, j'aimerais revenir juste sur la singularité par rapport au fait que ça puisse être quelque chose d'intériorisé, que isolement et invisibilité, c'est pas tout à fait la même chose, qu'il y a le récit de soi qui a quand même été pas mal travaillé par de nombreux chercheurs et chercheuses, et qu'il peut y avoir une forme d'auto-stigmatisation. Moi, j'ai commencé sur une ligne écoute. Je pense que d'écouter, c'est très important dans un premier temps. C'est de pouvoir écouter ce que peut-être les personnes avancées en âge ont à dire sur elles-mêmes, et que cette idée d'expérience engrangée, qui dans le mot invisibilité, il y a le mot vie, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs vies visibles ou pas, et que ces vies peuvent se juxtaposer, peuvent être intermittentes, peuvent être séquentielles, et que cette invisibilité, elle ne se fait pas à tous les niveaux. Quant au phénomène de prise en charge institutionnelle, en effet, il nous arrive sur la ligne écoute d'entendre des personnes, mais surtout des professionnels qui s'adressent à nous et qui nous demandent des conseils concernant des personnes âgées, avancées en âge, qui sont démunies face à une orientation qu'elles ont osé déclarer, qu'elles ont osé rendre visible auprès d'un professionnel de confiance, comme une fois une psychologue, je crois, une fois un travailleur social, qui nous dit comment on peut faire pour que cette personne puisse être aidée grâce à votre association Grey Pride, dans la prise en charge, l'écoute sur cette homosexualité toujours cachée, sur cette bisexualité dont seulement une des parties est visible, c'est-à-dire celle qui correspond à ce qu'on appellerait l'hétérosexualité, et avec une autre phase qui serait l'homosexualité non déclarée ou seulement à certaines personnes de confiance dont on peut faire partie.
Par exemple, dans la convivialité, Richard, puisque l'institution, ça renvoie quand même à la convivialité, être avec d'autres, c'est aussi pouvoir choisir d'être avec d'autres. Il arrive qu'il y ait des personnes qui choisissent d'être avec des personnes qui sont clairement déterminées, par exemple homosexuelles, et qui vont venir et qui vont dire on vient vous voir, parce que cette convivialité va nous permettre de nous dire, de se dire, mais cependant dans la vie, mon autre vie, je ne serai plus, je serai un autre, non visible, et à ce moment-là, je ne parlerai plus, je ne raconterai plus, en fait, si j'ai des enfants ou pas, souvent il peut ne pas y en avoir du tout, tous ces problèmes de transmission qui font que dans les institutions, il peut y avoir cette forme de maltraitance, tout dépend de l'institution, donc l'institution, ça va être hyper important qu'elle se positionne pour savoir qu'est-ce qu'elle peut admettre ou pas sur la capacité des gens à pouvoir parler. Comment on va mettre en capacité les gens à parler, à se dire, sans qu'obligatoirement, tout de suite, il y ait quelque chose qui se passe comme une étiquette, un étiquetage, une stigmatisation, ou une mise à l'écart, ou alors à tout prix montrer qu'on est bien avec cette personne. Voilà. Oui, c'est ça. C'est une forme de maltraitance un peu insidieuse, puisque les personnes qui vont rejoindre des institutions comme les EHPAD ou les foyers logements, dans leur admission, rien n'est dit de leur orientation sexuelle. Nous sommes dans une société où, de fait, l'hétérosexualité est normative, et donc la question de, soi-disant, de l'intimité n'est pas abordée lors de l'entretien préliminaire. Et je crois que c'est vraiment dommageable, justement, cette population LGBT, puisque déjà, il y a une forme d'inhibition à parler de soi, une crainte d'être discriminé. Donc si on n'offre pas la possibilité d'en dire un petit peu, il ne s'agit pas qu'il y ait une divulgation, que ça soit divulgué de façon outrancière, mais en tout cas qu'on sache que telle personne a eu un vécu homosexuel. Sinon, c'est l'enfermer dans un silence par rapport à son existence. Et c'est quand même assez dommageable de partager quelquefois quelques années avec des congénères sans parler de soi, et que ça soit un vieux monsieur ou une vieille dame qui a eu une vie très riche et réjouissante et qui ne pourra pas en parler et qui passera comme le vieux garçon ou la vieille fille de service. Donc ça, effectivement, il faut construire autour de cette maltraitance insidieuse du fait que au niveau sociétal, et ben voilà, seulement l'hétérosexualité reconnue comme la norme prive certains de parler d'eux voilà. Donc d'où la crainte extrême de rejoindre pour les personnes LGBT un lieu de résidence pour la fin de leur vie. Et c'est vrai que les gens sont seuls, il y a une incidence importante du suicide, des tentatives de suicide chez les personnes âgées, supérieure chez les LGBT que chez les hétéros. Voilà, donc ça c'est une crainte qu'on peut avoir. Ensuite, en fait, l'institution se déplace aussi au domicile. Et pendant cette période de Covid, on a pu rencontrer des personnes qui étaient très isolées, qui ne se soignaient pas. Je pense à quelqu'un qui était tombé de son escabeau et qui avait le bras cassé, qui refusait d'aller à l'hôpital, par crainte du Covid certes, mais aussi par crainte que des personnes rentrent à son domicile et la crainte de discrimination liée à son orientation sexuelle. D'où la nécessité pour GREPRAG justement de promouvoir des formations auprès des auxiliaires de vie, du personnel de santé, pour qu'il y ait une espèce au moins de minimum de compréhension, qui peut être tabou comme chez certains professionnels de santé. L'homosexualité n'est pas reconnue comme normative, en tout cas dans notre société. Donc cet accompagnement est indispensable pour que les gens puissent... Enfin, moi je suis un ancien militant de l'association de lutte contre le sida, et on a eu le même problème pour que des personnels puissent accompagner des personnes en fin de vie à leur domicile lorsqu'ils choisissaient de rester chez eux. Donc là, on a dû effectivement former les gens au sida, aux singularités de leur orientation sexuelle. Donc je pense qu'il faut de nouveau aborder ce sujet, et on est en lien avec différentes institutions pour former ce personnel. D'accord, très bien. Deuxième type de maltraitance, après la maltraitance institutionnelle, souvent on parle d'une maltraitance qui est celle, non pas des violences psychiques ou psychologiques, mais celle de l'abandon, de l'isolement. Est-ce que en période de Covid, vous avez remarqué une acuité particulière sur cette question ?
Oui, alors c'est vrai qu'on a dû organiser au sein de Great Pride 2 groupes non mixtes sur le fait de pouvoir continuer à communiquer avec certaines personnes affinitaires. Et c'était dans cette idée de lutter contre l'isolement, et ça a été fort apprécié. Quand le premier confinement, il y a eu un WhatsApp qui s'est arrêté, je sais que ça a été très difficile et qu'il y a eu une demande à ce que ça se prolonge alors qu'il y avait des confinements, et qu'on a recréé un autre groupe après qui était un signal, enfin on n'est pas là pour faire la publicité, mais qui fait qu'il y a une demande malgré cette ouverture sociétale au niveau national, parce que c'est quand même une association nationale, où il y a aussi bien des femmes de Marseille, que de Nancy, que de Paris, que de Lille, que de Rennes, qui peuvent être en communication et qui mettent à niveau, on va dire, une certaine osmose dans qu'est-ce qui se passe chez vous, etc. Donc je pense que c'est une forme de solidarité, en tout cas de mutualisation des moyens ou pas sur les différentes zones géographiques et LGBT. Oui, je pense qu'il y a un isolement accru chez les personnes LGBT dans la mesure où, de fait, cette génération, je dirais les 60-90 ans, le public qu'on reçoit à la ligne d'écoute ou lors de nos réunions, sont des gens qui ont vécu seuls la plupart du temps, qui n'ont pas de filiation et qui ont souvent coupé tout contact avec leur famille parce que c'était extrêmement mal vu il y a 40 ans, 50 ans d'être homosexuel. Donc il y a eu une rupture familiale intense, pas de conjugalité permanente en tout cas, et donc ces gens-là se sont retrouvés dans un isolement accru par aussi l'éloignement volontaire du réseau de voisinage. Donc, plusieurs appels étaient liés à cette grande détresse. La difficulté pour certains de s'adresser à ce voisin, une honte qui peut submerger aussi certains d'entre nous. Voilà. Et aussi alors, un phénomène qu'on a découvert lors de cette période d'épidémie, c'était la difficulté, la grande souffrance de personnes bisexuelles, d'hommes entre autres bisexuels, qui avaient soit vécu de façon extrêmement discrète leur homosexualité, soit l'avaient totalement enfermée. Et dans un confinement tardif pour les gens qui ont plus de 60 ans, ça a été l'émergence comme ça d'un désir de vivre leur réelle identité et de s'émanciper. Donc on a pu assister à des coming out tardifs qui induisent évidemment des désastres psychiques, je dirais, dans la mesure où ça a été mal préparé, où les codes de la nouvelle vie ne sont pas connus, et un renforcement comme ça de difficultés de vie, et de connaître pour la première fois, pour certains en tout cas, la solitude, puisqu'ils quittent femmes et toute leurs enfants. Et voilà, donc ça, il y a eu quelques cas, aussi des cas de maltraitance, je dirais que ça serait de l'auto-maltraitance aussi. Certains ont refusé de se soigner, sont restés reclus, mais je pense que c'est peut-être pas lié simplement d'ailleurs aux personnes LGBT. Mais cela dit, on sait, et les rapports le montrent, et des études définissent que la population LGBT a un recours aux soins beaucoup moins fréquent que la population normale. Une forme de difficulté à parler de son orientation sexuelle, même à son médecin généraliste, qu'on peut connaître depuis longtemps, une timidité aussi du médecin pour aborder cette problématique, et donc là, rupture de soins un peu plus fréquente sans doute, et abandon de certains suivis. Oui, comme même chez les femmes, par exemple, la prévention qui se fait dans un centre comme les centres LGBT, en tout cas Île-de-France, c'est assez axé dans les couples femmes, sexualité femmes, sur la prévention des cancers, des papillomavirus, qui est très peu prise en charge, parce que si elles annoncent aux gynécologues, ou alors gynécologues, qu'elles soient femmes ou hommes, qu'elles sont en couple femme, on ne va pas nécessairement leur prescrire ce qu'il faut. Et c'est vrai il y en a pas mal autour qui disent j'ai eu un cancer de sein, et qui dépisté très tardivement, parce qu'elles vont quelquefois même pas en mammographie, quoi.
Donc c'est toujours assez étonnant de voir ça. Puis d'autre part, quand tu parles de bientraitance, bon, pendant longtemps on a parlé aussi de bientraitance depuis on va dire une vingtaine d'années. Et cette bientraitance, quelquefois, c'est aussi l'estime de soi, avoir une estime de soi suffisamment forte et le retrait que certaines personnes peuvent avoir, comme par exemple, là on doit sortir un article sur femmes et ruralité, femmes lesbiennes et ruralité, où il y a une forme de retrait aussi de la vie, qui fait que peut-être, en parallèle des institutions, on peut imaginer que quelqu'un qui accepte d'aller en EHPAD, en maison de retraite, c'est aussi peut-être justement de se retirer aussi un petit peu comme si on allait élever les chèvres. Donc c'est peut-être ce retrait qui pourrait être fait par l'institution d'une certaine manière, organisée mais peut-être non consciente, parce que la vie c'est quand même de laisser les gens dans la vie, et le nombre de fois où on voit des maisons de retraite complètement isolées, loin de la ville, rarement au cœur de ville, ou voire des EHPAD où on a l'impression que c'est dans la nature que tout va se passer, se résoudre et qu'on met très loin cette idée de la mort et comme de l'orientation d'ailleurs, fait qu'en effet la mort dans la vie c'est quand même très compliqué dans le vieillissement. C'est des doubles discriminations, triples, d'autant plus quand ce sont des femmes peut-être aussi. Alors discrimination, maltraitance, agisme. L'agisme, c'est une discrimination qui a pour cause l'âge de la personne seule. Est-ce qu'il y a eu d'autres types de discrimination qu'on connaît d'habitude? Je pense aux personnes qui peuvent être séropositives, dans la prise en charge des soins ou vis-à-vis d'une demande de recours à des soins de leur part pendant cette période de Covid, et est-ce que cela a été un moment documenté? Je pense à un témoignage d'une personne qui vit en province et qui a appelé son médecin généraliste pour savoir s'il pouvait bénéficier du vaccin. Et le généraliste lui a répondu que pour ses comorbidités, oui, mais que pour sa séropositivité, non, et qu'elle refusait de le vacciner et qui s'adresse à un centre de vaccination qui se trouvait à 45 km. Donc effectivement, la personne nous a signalé ce dysfonctionnement et on a agi pour que les médecins reçoivent une information adaptée à la situation. D'accord. Avant que de conclure, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour améliorer les pratiques après la constatation parfois de dysfonctionnements qui fussent institutionnels, liés à l'isolement particulier, ou alors à des discriminations qui, rappelons-le, sont tout à fait illégales au regard des personnes séropositives. Les refus de soigner sont illégaux et peuvent donner lieu à des sanctions qui peuvent être des sanctions disciplinaires ou pénales. Et donc, est-ce qu'il y a, selon vous et selon le VFI, des choses à faire vis-à-vis des professionnels de santé ou vis-à-vis du grand public afin que les situations puissent s'améliorer, je dirais même en fraternité, mais je ne voudrais pas en faire trop. En sororité aussi. En sororité aussi. En solidarité. Alors c'est vrai qu'on est dans un système en France où le service public ne différencie pas les populations. Et que œuvrer pour la création de lieux spécifiques aux personnes LGBT est évidemment assez mal vu. En même temps, on sait très bien que si on veut que les personnes âgées issues des groupes LGBT puissent bien vieillir, sans penser à des fins de vie catastrophiques, il faut peut-être quand même initier des lieux de confort dans lesquels ils puissent retrouver des personnes qui puissent leur ressembler. On sait très bien que le système des maisons de retraite en France est basé beaucoup sur le corporatisme ou sur des liens confessionnels. Des maisons catholiques, des maisons de retraite catholiques, protestantes, israélites existent, même des foyers Sanacotra transformés en lieux d'hébergement pour des vieux Chibani qui ont fait toute leur carrière en France. On sait très bien que les médecins ont droit à des maisons de retraite tout à fait ad hoc avec les gens qui leur ressemblent, les gens du bâtiment, les agriculteurs, les maisons rurales, enfin beaucoup de groupes existent. Alors je trouve qu'il y a un peu une mauvaise foi de notre système de prise en charge des personnes âgées dans la mesure où effectivement pour les personnes LGBT, il peut y avoir un bénéfice de vieillir aussi ensemble. Alors on ne demande pas du tout l'ouverture de ce type de maison par
système étatique, mais en tout cas un regard sur la possibilité qui est d'être, comme on dit, hétéro-friendly, c'est-à-dire on est capable de vivre ensemble, mais aussi dans une réciprocité. Oui, moi ce que je pourrais dire, c'est toujours cette idée de pouvoir s'écouter, s'entendre peut-être réellement ce que l'autre a à dire dans cette diversité encore vive dedans. Cet accueil qui devrait être dans cette réciprocité compréhensive, en effet, des lieux de vie, des lieux d'accompagnement. Il y a l'idée d'autosupport, c'est quelque chose quand même qui n'est pas rien dans l'idée de la capacité avec un groupe d'avancer, de dire quelles seront nos incapacités ou pas aussi, de pouvoir les pronostiquer, de pouvoir les envisager dans des projets personnels qui se retrouvent dans des associations, mutualiser nos compétences et nos savoirs et nos connaissances et nos expériences. Et cela peut peut-être offrir une éducation ou alors des formations, notamment de professionnels de santé. Oui, on travaille là-dessus, on a modélisé quelques situations qui permettraient aux auxiliaires de vie qui se rendent au domicile, ainsi qu'au personnel des maisons de retraite, de travailler, de réfléchir sur effectivement ce que représente la sexualité pour une personne âgée. Alors pas simplement pour les LGBT, mais pour l'ensemble du public fréquentant les maisons de retraite, où effectivement il y a une espèce de silence, de tabou, d'ailleurs qui est plus le fait des familles. On voit que les familles résistent beaucoup à l'idée d'une sexualité tardive, je dirais, et on sait quand même, on a tous des témoignages de belles rencontres dans les EHPAD ou les maisons de retraite. Donc ça, évidemment, ça demande aussi à être pensé, à être réfléchi et à être discuté en équipe. Et là, on est tout à fait en lien avec la ville de Paris, parce que nous vivons à Paris, d'être en lien avec eux pour travailler au sein des EHPAD et former le personnel à cette question de la sexualité et qu'il n'y ait pas des rendez-vous ratés en fin de vie autour de cette question. On va terminer sur ces rendez-vous ratés qui ne le seront pas. Richard Boitel et Dominique Lefebvre, merci. Merci.